Bien, bonjour tout le monde. Les circonstances récentes de l'actualité politique ont un peu changé la donne dans la façon dont on peut se permettre d'aborder le budget qui sera déposé la semaine prochaine. Le contexte de l'entente entre le nouveau Parti démocratique et le Parti libéral du Canada nous libère de ce qui était depuis 2019 la figure imposée à chaque fois qu'il allait y avoir un vote qui était par la volonté du gouvernement ou par les règles de la Chambre, un vote de confiance. On était l'objet d'une distraction à savoir si on allait ou pas faire tomber le gouvernement. On est libéré de ça. Il s'est trouvé une béquille bienveillante et soumise. Alors, on n'a plus à s'en préoccuper de notre côté. Ça nous permet de mettre l'entièreté de nos considérations sur le contenu, sur les choix budgétaires et sur les propositions que le Bloc a pris l'habitude de faire d'une façon très détaillée, comme le document qui est rendu disponible en fait foi. Il y a une analyse à chaque fois, il y a une prise en compte d'un environnement qui est assez changeant, particulièrement maintenant, et il y a toujours une tournée de consultation prébudgétaire menée par Gabriel. Gabriel va donc vous exposer 5 conditions qui sont des conditions incontournables pour le Bloc québécois dans la perspective du budget. Parce que même si le gouvernement pourrait bien se dire qu'il n'a plus besoin de personne pour voter avec lui puisqu'il y a une alliance, la réalité est que politiquement, il y a une lecture qui se fait. Une alliance avec le NPD au Québec, ça vaut ce que ça vaut en termes de représentativité. Donc, l'appui du Bloc, le cas échéant, devrait encore avoir une grande valeur. Maintenant, il y a beaucoup de gains à faire et il y a beaucoup d'évolutions dont il faudra être les observateurs pour que ça se produise. Je vous dirais que de façon générale, il y a une condition globale qui sera incontournable de la part du Bloc québécois, et ce sera que ce budget s'abstienne de donner libre cours à la tendance centralisatrice, aux empiètements, aux piétinements et aux ingérences que laisse entendre à même son libellé l'entente entre les libéraux et le NPD. L'esprit même de cette entente-là, c'est, dans plusieurs secteurs, mais a fortiori dans le secteur de la santé, de dire nous allons imposer des conditions du fédéral qui n'a pas la compétence au sens connaître ça, ils connaissent pas ça parce qu'ils font pas ça dans la vie et qui n'ont pas la compétence au sens constitutionnel du terme, puisque ce n'est pas leur juridiction. Alors, si c'est une débauche de volonté centralisatrice, posez-vous même pas la question, le Bloc va voter contre. Alors, mon ami Gabriel, qui est de ce côté-là. Merci François. Avec la présence de Martin, ça complexifie la logistique de nos déplacements à ce point de presse. La chorégraphie. La chorégraphie. Alors, bonjour tout le monde. On est content aujourd'hui de vous présenter nos attentes en vue du budget de la semaine prochaine. Évidemment, le document sera envoyé à la ministre des Finances pour qu'elle comprenne ce qu'on s'attend du budget. Comme le disait Yves-François, nous, pendant plusieurs mois, on s'efforce d'être sur le terrain à l'écoute des différents acteurs un peu partout au Québec. Puis on en a fait ressortir 5 demandes inconditionnelles et dans le reste du document, un portrait des besoins, des attentes de l'ensemble de l'économie du Québec. Donc, c'est pour nous toujours important de présenter ça. On s'attend, comme le dit le gouvernement lui-même, qui compte déposer un budget prudent. Or, dans le contexte de crise multiple actuelle, nous, on dit qu'il est possible d'être à la fois prudent, rigoureux et innovant. C'est pour ça qu'on présente les demandes que voici. Évidemment, comme le dit Yves-François, financer adéquatement la santé, là, ça revient toujours. Ottawa doit faire sa part dans le financement de la santé, ça presse. Les aînés. Déjà, les aînés, là, ils accumulaient du retard dans le niveau du pouvoir d'achat. Là, avec le contexte d'inflation actuel, là, ça n'a plus de bon sens. On presse le gouvernement d'agir. Ottawa doit agir maintenant. Donc, on demande, sur 3 ans, d'augmenter la pension de sécurité de vieillesse à 110 $ par mois. Et ça, dès 65 ans. Pas question de 2 classes d'aînés. Par exemple, la FADOC dénonce ça fréquemment. On est dans un contexte d'inflation plus élevé que d'habitude. Donc, évidemment,
quand on a le contexte de l'inflation qu'on connaît, il y a deux choses à faire. À long terme, transformer l'économie dès maintenant pour qu'à long terme, l'économie soit plus résiliente. Par exemple, réduire notre dépendance aux hydrocarbures. Et il y a un ensemble de mesures comme ça. Mais à court terme, c'est cibler un soutien aux personnes qui souffrent le plus de cette hausse des prix. On a parlé des aînés. Il y a aussi les gens qui ont des revenus plus modestes. Donc, on propose de doubler le crédit de TPS pour les trimestres où l'inflation est plus élevée que la braguette supérieure de la cible de l'inflation de 3 %. Et on demande aussi, on fait ça pour les allocations familiales. Et ce qu'on suggère, c'est plutôt que faire ces paiements-là sous une base trimestrielle, les faire à chaque mois. Donc là, ce n'est pas multiplié par 3 en plus le montant, c'est juste le montant qu'on a renvoyé une fois tous les 3 mois. On le bonifie quand l'inflation est plus élevée, et on l'envoie à chaque mois parce qu'on sait chez les gens qui ont des soucis financiers, la question de la liquidité, avoir l'argent qui rentre plus rapidement, c'est un enjeu. Ça, c'est important. On pense aussi aux PME qui sont plus durement touchées par l'inflation actuellement, donc avoir un soutien ciblé pour ces PME-là. On peut penser, par exemple, aux entreprises agricoles, là, les fermes familiales, bien, le prix du carburant, ça vient les toucher. On peut penser aux chauffeurs de taxi, ainsi de suite. Donc, avoir un crédit plus ciblé. Dans nos deux autres demandes inconditionnelles, ça prend un geste fort pour l'environnement, plus fort que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nous, notamment, on demande là, de déployer un programme de finances vertes. Comment sortir les capitaux privés canadiens qui sont engloutis dans les sables bitumineux, dans les hydrocarbures, dans l'énergie puis l'économie du passé. Comment inciter les capitaux à passer dans le secteur de l'économie verte, de la carboneutralité. Puis enfin, on cible le logement autochtone. Évidemment, il y a la question de l'eau potable. Les sommes ont déjà été votées, mais ils ne sont pas dépensés. Donc ça urge. Là, on demande au gouvernement à régler ça une fois pour toutes. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis aussi la question du logement, donc de soutenir le logement autochtone qui est urgent. Là. Les cibles actuellement, là, c'est trop lent. Après ça, on a des secteurs. Donc ça, c'était les 5 demandes inconditionnelles. Sinon, on a une panoplie d'attentes concernant les entreprises, la recherche, l'approvisionnement. On a d'autres attentes concernant le développement régional, l'agriculture et l'agroalimentaire, une section sur l'aide aux travailleurs, aux familles puis aux aînés, sur l'environnement, sur l'éthique et l'équité fiscale, sur la culture et le patrimoine et transport et infrastructure. Donc, tout est dans le document. S'il y a des questions, évidemment, ça me fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, je repasserai la parole à Yves-François. Ça vient bon? Oui, on s'en vient bon. Pour la chorégraphie. Alors, je me permets de souligner que, fidèle à notre habitude, là, on ne fait pas que des commentaires négatifs et des reproches. On essaie toujours d'avoir une approche constructive, de faire des recommandations qui sont dans la lignée de, bien sûr, ce qu'on avait fait déjà comme proposition, notamment lors de la dernière campagne électorale, de telle sorte qu'on puisse avoir des suggestions responsables. Et dès lors qu'une suggestion qui vient du Bloc est reprise par le gouvernement, bien, elle appartient au Parlement, puis c'est pas de faire un jeu de c'est qui l'a fait, là. Ça va être d'essayer de faire ce qui est nécessaire dans l'accumulation des crises auxquelles on est confronté. Évidemment, une 6e vague de pandémie, l'impact inflationniste de la pandémie, la guerre en Ukraine et l'impact inflationniste de cette guerre-là. Il faut se comporter de façon responsable et c'est ce qu'on tente de faire. Merci. On va maintenant prendre des questions dans la salle avant de procéder à la plateforme Zoom. We will now take questions in the room before going to the Zoom platform. Bonjour. Olivier Ferron-Boissé de TVA. Je vous écoute. Bon, vous avez vos demandes. Le gouvernement, lui, a ses engagements, notamment pour la garderie, des engagements à long terme financiers. Là, il y a maintenant ceux du NPD qui vont venir en compte. On va parler probablement d'assurance dentaire ou d'assurance médicaments. Avec tout ça, on veut monter les budgets militaires pour peut-être atteindre plus près des cibles de l'OTAN. Puis on veut aussi réduire, on aimerait en tout cas de réduire les déficits puis en tout cas rassainir un peu les finances publiques. À quel point c'est réaliste
Qui on va décevoir? Qu'est-ce qu'on doit prioriser dans tout ce contexte-là post-pandémique ou en tout cas après les dépenses importantes de la pandémie? Là? 2-3 petites choses. La première, c'est que c'est réaliste. Et on continue à demander au gouvernement d'avoir un horizon et de retour à l'équilibre budgétaire. Mais on est conscient que la combinaison des crises actuelles commande des interventions de l'État canadien, et c'est vrai dans les autres juridictions, qui vont faire en sorte qu'en effet, le retour à l'équilibre budgétaire va être plus loin dans le temps, ce qui ne les dédouane pas de l'obligation d'avoir un plan dans le temps pour, en effet, revenir à l'équilibre budgétaire. Sur les différents investissements qui sont requis, bon, la pression sur les investissements militaires, elle est très claire. Et les investissements en santé, évidemment, il n'y a rien de nouveau dans les positions du Bloc. J'aurais tendance à dire, à ne pas me limiter à faire le reproche d'une volonté centralisatrice, même si je le fais de façon claire, là, je mets des mises en garde. Mais j'ai tendance à dire que c'est facile pour toutes les interventions souhaitées par le NPD et incluses au nouvel ADN du Parti libéral, c'est donner des compensations sans condition au gouvernement du Québec et d'autres s'il y en a dont c'est la volonté, mais compensation sans condition au gouvernement du Québec. Et ça règle la question, on prend l'argent, on fait notre travail avec au niveau de l'État québécois et on reste dans une relation qui est plus vivable que si on est confronté à une volonté d'ingérence. En suivi, je voudrais juste vous entendre sur la 6e vague qui a été officiellement annoncée hier au Québec, en tout cas. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on est allé trop vite? Est-ce qu'on doit changer le plan à partir de maintenant ou on fait comme l'INSPQ a appelé à dire hier, c'est de se responsabiliser individuellement? Je ne suis pas un expert, mais plus important est le nombre de porteurs du virus, plus importante est la probabilité d'avoir des nouvelles mutations du virus qui vont peut-être, certaines d'entre elles, être plus contagieuses ou plus virulentes. Le nombre de personnes qu'on connaît qui sont pleinement vaccinées puis qui ont quand même eu des symptômes assez lourds récemment, c'est révélateur. C'est révélateur qu'il faut, à l'échelle internationale, avoir une véritable politique très globale pour que tout le monde ait accès à cette moins pire possible protection qu'est la vaccination. Maintenant, il était normal et il demeure normal que l'État québécois cherche à ressortir de chaque vague et de relancer l'activité économique puis l'activité sociale des gens parce que ça a un impact qui est très, très lourd sur le monde. Si arrive une nouvelle vague, bien sûr, il faut se réajuster à chaque fois, comme c'est le cas maintenant. C'est éminemment inquiétant, mais ça ne nous libère pas de la responsabilité de nous comporter de façon très responsable. Première question, j'ai une petite demande de précision. Sur le document là, dont vous parliez, vous dites que vous l'avez envoyé cette semaine, je pense. Est-ce que vous avez été consulté par le gouvernement plus en amont? Parce que les chances sont que là, il est déjà écrit, le budget. Sur l'assurance médicaments, vous avez parlé à mon collègue, l'assurance dentaire, pardon. Vous avez parlé à mon collègue d'une sortie facile là, en offrant une compensation sans condition. Est-ce que c'est ce que vous voudriez voir dans le document budgétaire écrit noir sur blanc, compensation sans condition, ou est-ce que une promesse de négociation avec le Québec vous serait acceptable? Parce que c'est assez rare qu'on promette des compensations sans condition dans un budget, là. Fait que c'est pour ça que j'essaie de voir. Ce serait rare, mais ce serait bienvenu. Parce que des promesses de négociation, on a bien vu dans le passé que ça vaut pas cher et ça dure pas longtemps. Donc, plus c'est clair dans l'engagement, plus c'est public dans l'engagement, plus c'est formel dans l'engagement, plus on est dans une zone de confiance. Maintenant, ma naïveté n'ira pas jusqu'à croire que le gouvernement vient soudainement de renoncer à ses tendances centralisatrices compte tenu de ses nouvelles amitiés qui sont aussi centralisatrices que celles des libéraux eux-mêmes. Pour la partie des consultations, je vais laisser mon estimé collègue vous répondre parce que j'y ai pas beaucoup participé. Oui, donc juste préciser, on envoie aujourd'hui notre document à la ministre. À ma connaissance, on est les premiers à le faire. Si on regarde les conservateurs, on peut supposer que leurs attentes budgétaires, c'est leur motion d'aujourd'hui, c'est-à-dire revenir vers le déficit puis couper les taxes sur le carbone, ça s'arrête là. Nous, par exemple, au comité des finances, on est en contact constant avec la ministre et son équipe.
Et je vous dirais que dans le document des attentes budgétaires du Comité des finances, c'est pour une large partie les attentes que le Bloc a proposées. Puis on est en contact avec l'équipe du ministère et ils ont pris acte de nos demandes. Puis on a même réussi à les faire adopter au comité. Donc sur ce, comme le dit notre rapport complémentaire, là, donc sur ce, on est vraiment content. On a vraiment fait du bon boulot. On a réussi à aller écouter les gens au Québec puis apporter ça auprès de la ministre. Donc c'est pas de l'inconnu pour le ministère. Juste revenir aux compensations, ingérences dans les champs des provinces, parce que ça pourrait être sur plusieurs fronts dans le budget. J'écoutais vos conditions, vos priorités ou conditions non négociables, je ne sais plus comment vous avez dit ça. Êtes-vous assuré aujourd'hui de voter contre le budget la semaine prochaine? Parce que les transferts en santé, par exemple, peu probable. Est-ce que dans vos 5 conditions, il y a place à la nuance ou au compromis, ou est-ce que c'est tel quel? On n'a pas besoin de mettre de nuance ou de compromis parce qu'on ne pourra pas se faire servir le « allez-vous faire tomber le gouvernement » qui est une figure imposée de vote en vote, de budget en budget. Évidemment, la nature, le libellé même de l'entente entre les libéraux et le NPD, c'est l'annonce d'une volonté centralisatrice à tout va. Alors, à moins qu'il ait changé d'idée dans les derniers jours, je ne m'attends pas à ce que le budget s'abstienne d'intervenir dans des compétences québécoises, ce qui pourrait évidemment être très déterminant dans notre vote. Donc, vous avez voté contre, vous avez déjà décidé? On va attendre de l'avoir entendu, mais l'actualité récente suggère que ça annonce mal. Bonjour, ma question pour M. Blanchet. Pascal Vachon de One Faire Plus. Je veux revenir sur les transferts en santé. En Ontario, M. Ford aussi les demande de les augmenter. Avec la nouvelle entente libérale NPD, est-ce que vous le croyez vraiment encore? Est-ce que vous avez un espoir que ça va arriver un jour, ou du moins d'ici 2025? Là? Oui, j'ai un espoir. Si j'en avais pas, je ne ferais pas la lutte qu'on fait avec la totalité des provinces et la totalité de l'Assemblée nationale du Québec, là. Je pense que ça peut se faire, mais la seule façon de gagner sur l'enjeu des transferts en santé sans condition à hauteur de 35 % plus 6 % par année, comme la totalité des provinces le demande, c'est le poids politique de tout ce monde-là. C'est que ces gens-là continuent avec nous à parler d'une seule voix et à faire comprendre au gouvernement qu'il y aura un prix à payer à refuser d'accéder à une demande légitime. Encore une fois, c'est tributaire de leur propre constitution dans laquelle la santé est une juridiction du Québec. Puis cette volonté-là, elle nuit aux patients, elle nuit aux bénéficiaires des soins. On crée des délais, on crée de la complexité, on crée de l'intrigue politique, on s'alimente à une volonté de centralisation qui retarde et qui nuit la dispensation des soins aux gens qui sont malades, aux gens dont la chirurgie a été retardée, aux gens qui ont peur de pogner la nouvelle version de la COVID, aux gens qui ont subi et qui subissent encore les effets d'enjeux de santé mentale directement liés à la pandémie. Donc, il faut rapidement débloquer ce dossier-là, que l'argent soit dirigé vers les provinces et surtout vers les gens qui en ont besoin. En suivi, je vais aller sur un autre sujet, mais on a appris hier on a vu dans les médias là, que Marlene Jennings, les anglophones au Québec, disent qu'il y aurait une possibilité d'avoir un parti à Québec qui serait anti-loi 21, anti-loi 96. Je veux avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la place au Québec pour ce genre de position-là? Puis est-ce que vous croyez que ça peut trouver racine, je pourrais dire, dans le Parti libéral ici à Ottawa? La dernière fois qu'on m'a demandé mon opinion personnelle, ça a mal viré. Donc, j'ai développé une certaine prudence. Je vais laisser l'Assemblée nationale discuter de ça. La dernière fois qu'il est arrivé quelque chose qui ressemblait à ça, c'était l'Equality Party. On en garde un agréable souvenir. On va maintenant prendre des questions sur la ligne. Hélène Bussati. Oui, bonjour, M. Blanchet. Bonjour. J'aimerais vous entendre sur la sortie de du ministre Duclos vendredi dernier. Je ne crois pas vous avoir, moi, en tout cas, entendu cette idée qu'on pourrait donner 2 milliards, qu'on donnera 2 milliards de dollars aux provinces pour réduire les listes d'attente en chirurgie. Bien des gens qui sont en attente d'une chirurgie pourraient dire « Ah, super, c'est une bonne idée ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est d'un douteux populisme. Les systèmes de santé de l'ensemble des provinces canadiennes et du Québec ont besoin d'argent. Plutôt que de faire une entente globale qui va
pas dépolitiser, la gestion des affaires publiques restera toujours politique, mais qui va éloigner l'enjeu partisan, puis l'enjeu de cours d'école de non, c'est moi, plutôt que de faire une entente globale, puis de dire, on va vous transférer l'argent qui vous est dû en matière de santé et que chaque province, selon ses priorités et ses propres enjeux, prenne ses propres décisions. On fait de petites annonces et à chaque fois, on met un grelot après l'annonce pour dire à une clientèle, parce que c'est bien de ce dont il s'agit pour les libéraux, une clientèle, j'ai quelque chose pour vous. Et si vous en voulez plus, vous devez aller contre la volonté du gouvernement du Québec et contre la juridiction du Québec, parce que je vais peut-être en donner plus. Mais à chaque fois, nous, avec nos amis du NPD, on va mettre des conditions. On va mettre les provinces et le Québec à genoux pour qu'ils nous cèdent des pouvoirs, pour qu'ils nous cèdent des juridictions, parce qu'on est plus riches qu'eux autres, parce que c'est nous autres qui, ultimement, contrôlons la fiscalité et bénéficions du déséquilibre fiscal. Merci. Et deuxième question qui n'a pas du tout rapport, en fait, vous avez dit que vous voudriez voir plus d'engagement en matière environnementale dans le budget. Cette semaine, il y a eu le plan de réduction de GES qui a été dévoilé. Alors, pouvez-vous être plus spécifique? Qu'est-ce que vous voudriez voir de plus à l'égard des changements climatiques dans ce budget? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques que vous attendez? Et je pense notamment à cette idée de la captation et la séquestration là, du carbone. On s'attend à ce qu'il y ait des subventions à cet égard. Est-ce quelque chose à laquelle vous êtes ouvert? C'est la chasse au mirage. On parlait tout à l'heure de la nécessité de revenir à l'équilibre budgétaire. Alors là, le gouvernement investit dans deux choses qui s'opposent, l'une annulant l'autre. Il investit avec un certain nombre de mesures en termes de lutte au changement climatique qui peuvent être pertinentes. Je ne mets pas la séquestration là-dedans. Mais de l'autre côté, il continue à investir dans les hydrocarbures de l'Ouest canadien. Et là, il y a une entourloupette dont j'avoue qu'elle me déçoit de M. Guilbeault, mais bon, il n'est pas seul dans le gouvernement puis il doit subir des pressions. Le gouvernement a dit, nous allons plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et nous allons les subventionner pour ce plafonnement. Si la performance s'améliore en termes d'émissions, le secteur pétrolier va augmenter sa production. Donc, le gouvernement canadien subventionne l'augmentation de la production des hydrocarbures et agite même récemment l'hypothèse d'aller aider l'Europe qui n'a pas besoin de cette goutte de pétrole canadien vers un marché européen où il sera difficile à acheminer de toute façon, puis là, on ne parle même pas du gaz. Donc, cet argent-là qui va là, l'achat au coût de plus de 20 milliards maintenant d'un oléoduc, finit par détruire les avancées qui pourraient être faites en matière de changement climatique, en plus de coûter extrêmement cher. Il y a de la richesse à créer en investissant dans la transition énergétique. Ce n'est pas une punition, ce sont des secteurs économiques porteurs d'avenir dans lesquels on peut investir, puis dans lesquels on dit au gouvernement fédéral, investissez surtout en Alberta, surtout dans l'Ouest, qui, plus que quiconque, ont besoin d'assurer leur transition vers une économie plus verte, une économie moins dépendante des hydrocarbures. Je comprends que c'est difficile parce qu'il y a une obsession chez les conservateurs, puis les libéraux ont peur de les affronter sur ça, mais c'est la nécessité dont la planète a besoin. Prochaine question, Thomas Girbert. Oui, bonjour. Il y a une lettre là, de Patrimoine canadien qui menace de couper le financement aux organismes culturels qui s'associent à des artistes liés directement ou indirectement à la Russie. Puis on voit là, le milieu culturel ne sait pas trop comment agir par rapport aux produits culturels russes. Là. Par exemple, il y a des festivals qui annulent les projections de films russes. Il y en a d'autres qui les gardent, même quand ils sont subventionnés par l'État russe. Alors vous vous positionnez comment là-dedans? Avec un énorme malaise. Avec un énorme malaise. J'ai lu le texte ce matin, je l'ai relu, j'en revenais pas. Plusieurs choses. D'abord, la culture est un véhicule de dissidence. Les artistes, partout. Pas tous. Je parle pas du cœur de l'Armée rouge, là. Mais les artistes, partout, sont en général associés à la liberté, à la démocratie, à des valeurs progressistes. Or, dans cet exercice-là, à des fins qui apparaissent de la pure propagande, se donner bonne bouche dans le contexte, le gouvernement canadien confond
un dictateur et le peuple qui subit la dictature. Il confond le régime Poutine et le peuple russe, dont beaucoup de gens sont malgré tout dans les rues. Il confond le régime Poutine et les artistes. Et il y a là une dérive qui me semble extrêmement dangereuse. Et ça procède d'un raisonnement inquiétant. Doit-on croire que les artistes canadiens et québécois qui reçoivent du financement de l'État canadien sont assujettis aux valeurs canadiennes, à la propagande canadienne, au multiculturalisme canadien s'ils veulent de l'argent? Si c'est non ici, bien, on peut penser que des artistes qui auraient une forme ou une autre de soutien en Russie ne sont pas nécessairement non plus les porteurs de la propagande du régime russe. C'est un exercice de transformer des artistes, entre tous, là, des artistes en boucs émissaires, alors que de punir les artistes n'aidera en rien la solution de la crise et de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup. Il y a une université au Québec là, qui a mené des entrevues pour des chaires de recherche du Canada, puis les hommes blancs qui n'ont pas de handicap ne pouvaient pas poser leur candidature pour favoriser les femmes puis les autres groupes minoritaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça me rappelait la Sainte Inquisition. Je m'étonne qu'on veuille, ce qui est fort noble, favoriser la présence de différents types de communautés où elles sont sous-représentées. Qu'on veut augmenter leur présence, notamment dans le secteur de la recherche, je salue et je souscris sans hésiter. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a, à titre d'exemple, les CV anonymes ou un dérivé de ça. Il y a des supports financiers accrus pour les gens qui seraient identifiés à certaines communautés de différentes natures. Mais de diviser et de créer une exclusion qui pourrait susciter de la frustration et de l'hostilité au sein d'une même société ou d'une même institution dont on souhaite au contraire qu'elle développe librement la connaissance, la science et qu'elle la fasse circuler, me semble une très douteuse approche. Si je fais le lien entre ça et l'autre sujet qu'on abordait auparavant, je trouve que le gouvernement fédéral a une terrible propension à dire que, hors de sa propre idéologie, il n'y a pas de salut, et je trouve ça très inquiétant. Il ne nous reste plus de questions en Zoom. On a-t-il des questions dans la salle? Je veux juste revenir sur le retour à l'équilibre budgétaire dont vous avez parlé. Vous avez dit que ça ne peut pas être dans un horizon trop rapproché, là, compte tenu de la situation. Avez-vous une année en tête ou des paramètres de ce qui serait un plan de retour acceptable à vos yeux? Pas précisément, puis je vous explique pourquoi. D'abord parce qu'on ne connaît pas le budget. Et le budget qui va être déposé jeudi va nous donner une idée de l'ampleur et de la durée des déficits tels que le gouvernement les perçoit. Mais dans nos façons de travailler, en particulier avec Gabriel, on est en contact avec le cabinet de la ministre des Finances. Et après coup, ce serait intéressant, cette conversation qu'on devrait avoir avec les gens des Finances pour voir quel est en effet ce plan-là. C'est le genre de choses auxquelles on est prêt à participer avec beaucoup d'ouverture, parce que c'est une inquiétude légitime lorsqu'on combine des augmentations massives de dépenses, que ce soit la nécessité de le faire en santé, la pression sur les dépenses militaires, avec une tendance inflationniste très lourde. Il y a des dangers pour beaucoup de monde et donc il y a besoin d'avoir un sentiment de sécurité quant au moment où on aura rétabli l'équilibre budgétaire. Bon, je vous suggérais de nous reposer la question après le dépôt du budget. Merci beaucoup. Merci bien.